Donc, vous avez des questions particulières à propos du... Donc, pas l'enseignement de ce matin, hein. On en a encore... On termine le karma, oui, juste pour enchaîner. Donc, ce que je voulais simplement vous dire, bon, vous l'avez tous compris, donc on passe maintenant donc, au niveau intermédiaire. Et donc, et ce qui est important, c'est que vous continuiez les méditations, bien sûr, de niveau de base, initial, qui sont là vraiment pour stabiliser les choses et donner vraiment un bon fondement. Donc, vous avez compris que il y a 5 méditations de base. Hein. La processus renaissance humaine et la mort et l'impermanence sont, d'après Tsongkhapa, hein, je cite, sont faites pour vous... On pourrait diviser le premier niveau, si vous voulez, en 2 encore. C'est-à-dire un niveau inférieur et un niveau un peu supérieur. Le niveau inférieur, c'est celui de la personne qui est encore attachée à cette vie et qui pratique le dharma en ayant quand même un certain attachement. Ce n'est pas le top, mais ça existe. Et c'est ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé ou ce qui continue à nous arriver quand nous, on s'engage dans le bouddhisme. On pense qu'on n'a pas reçu vraiment d'enseignement et on a cette motivation que le bouddhisme va nous apporter vraiment un bonheur dans cette vie. Et c'est ça notre motivation en général, d'avoir cette... voilà. Donc grâce à la méditation sur la précieuse renaissance humaine, sur la mort et l'impermanence, on commence déjà à moins être attiré par le bonheur de cette vie et à s'orienter vers le bonheur des vies futures, qui vient avec les trois méditations... pardon, j'ai dit méditation... J'ai dit quoi ? J'ai dit précieuse renaissance humaine, mort et impermanence et mondes inférieurs. Les trois, vraiment. Les trois. Hein, qui commencent à faire lâcher prise par rapport à l'intérêt qu'on peut savoir dans cette vie. Et les 2 méditations suivantes, c'est-à-dire le refuge et le karma, bien sûr, c'est logique, hein, nous orientent plus vers les vies futures. Donc là, on passe, dans le premier niveau, on passe à un niveau supérieur encore. Puisque là, on commence à prendre refuge et à réfléchir au karma. Et donc, on réfléchit à la vie suivante, quoi, disons. Et donc, du coup, puisqu'on réfléchit plus à la vie suivante, on perd ça automatiquement. C'est comme le plateau d'une balance. Hein. Il y a moins d'intérêt pour cette vie-ci. Et là, après, quel est le critère pour passer au deuxième niveau ? Vous vous souvenez ? Ne plus avoir vraiment diminuer l'attrait pour cette vie-ci et avoir plus d'attrait pour les vies suivantes. Okay. Ouais, ça, c'est clair. Donc, dans ces 5 méditations, il y en a 3 qui sont vraiment... Il faut les faire dans l'ordre, hein, plus ou moins. Mais surtout, vraiment, celle du karma, Geshe-la insiste beaucoup, c'est très, très important et on va la retrouver tout le long. Hein. Sachant que le Bouddha a dit lui-même que son enseignement sur le karma était son enseignement le plus difficile à comprendre. Bien plus difficile que la vacuité. Oui, bien plus difficile que la vacuité. Donc, c'est pour ça que cet enseignement, il faut vraiment l'avoir toujours en tête, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir... là, on reçoit un certain type d'explication, qui est celui qui est donné dans la lignée Gelugpa, par un Geshe Loden, tout ça, qui nous explique vraiment comment l'explication du karma, selon la lignée Gelugpa, comment c'est présenté, tout ça, c'est parfait. Très très bien, ça suffit. Mais dans vos lectures, peut-être, vous allez rencontrer d'autres formes d'explication du karma, qui sont toujours bouddhistes. C'est parce qu'en fait, chaque système a développé ou à orienter peut-être différentes explications du karma. Hein. Vous allez peut-être rencontrer des choses comme ça. Hein. Mais bon, c'est pour ça, tout ça pour dire que c'est quand même quelque chose de complexe. Donc il n'y a pas qu'une interprétation du karma. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il peut y en avoir plusieurs selon les systèmes. Pour les Vaibhashika, pour les Sautantrika, pour les Shittamatra, il va y avoir des orientations différentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Bouddha a dit lui-même que c'était compliqué, et c'est vrai, quoi, hein, puisqu'il y a plusieurs systèmes, plusieurs auteurs qui peuvent expliquer ça différemment. Donc, dans les lignées Gelugpa, on se base sur je ne veux pas dire de bêtises, sur les explications de Vasubandhu et d'Asanga. Vasubandhu, c'est l'Abhidharma Kosha, le trésor de l'Abhidharma, trésor de phénoménologie, si vous voulez, hein, un terme pompeux. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais enfin, trésor de l'Abhidharma, tous les phénomènes, en fait, la phénoménologie. Ça, c'est Vasubandhu.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Vasubandhu était Vaibhashika, mais bon, je dis ces termes, c'est pour certains qui les comprennent, mais bon, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très important. C'est des écoles philosophiques. Donc on étudiera ça dans Drupta, bien sûr, quand on étudiera. Donc Vasubandhu était Vaibhashika. Son exposé sur le karma, oui, c'est là où on trouve vraiment l'exposé sur le karma, c'est dans le trésor de l'Abhidharma. Si vous voulez vraiment étudier le karma, prenez le trésor de l'Abhidharma de Vasubandhu. Pas facile à lire, mais bon, là vous avez vraiment l'explication sur laquelle on se fonde. Je vous donne tout ça pour revenir aux sources, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Donc bref, c'est pour Vasubandhu, ça donne un bel exemple. Il a donné son interprétation, c'est un Vaibhashika. Il a donné son interprétation en prenant comme modèle un modèle Sotantrika, qui est l'école au-dessus. Et ça a été affiné en plus par Asanga, qui était son frère ou son demi-frère. Je crois qu'ils n'avaient pas la même mère, mais enfin, bon, c'est une histoire ridicule. Demi-frère ou frère, je ne sais plus. Bref, Asanga l'a développé sur un aspect plutôt Shittamatra, qui a encore l'école au-dessus. Donc, il peut y avoir comme ça des colorations, des nuances différentes. Très intéressant, bien sûr, quand on étudie le karma. Et on peut vraiment passer sa vie à étudier les karmas. Autre chose, dans la tradition tibétaine, c'est comme ça que c'est expliqué. Si vous allez voir les Theravada, ils vont l'expliquer de manière différente, avec d'autres aspects qui seront peut-être pas mis en aussi. C'est toujours pareil, hein, mais selon les aspects qu'on met en valeur, il y a des nuances différentes, il y a des colorations différentes. Donc si vous étudiez le karma chez les Theravada, ça sera un peu différent de la présentation tibétaine. Donc surtout, hein, ne pensez jamais dans le bouddhisme qu'il n'y a qu'une interprétation. Okay, ça, si vous avez compris ça, c'est la règle de base. Hein, vous pouvez tout affronter. Et ça sera pire dans les tantras après. Hein, je vous préviens. Là, il faut s'accrocher à rien. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il y a une interprétation que c'est la seule. Okay, donc, c'est très, très, très riche. D'où ce qui fait dire donc, que c'est l'enseignement le plus difficile. Et donc, il y a différentes façons de comprendre le karma. Et toutes sont bonnes, bien sûr. Après, ce sont des aspects qui sont différents. Hein. Voilà, c'est une aparté. Attends, il faut attendre le micro. Est-ce que ces interprétations peuvent être contradictoires selon les différentes écoles, ou est-ce que c'est simplement des nuances ? Non, c'est jamais contradictoire. Et il faut bien dire une chose, c'est que ces maîtres-là qui ont réfléchi sur le karma avaient des capacités de concentration et d'intellect bien supérieures aux nôtres. Donc ils ont analysé dans le détail les moindres points pour justement qu'il n'y ait pas de pour voir s'il y avait des contradictions. Et si une contradiction légère, infime, minime leur apparaissait, ils y passaient un temps fou, des années, à débattre pour essayer d'éliminer cette contradiction. Un peu de modestie. Hein. Nous, on va peut-être voir une petite contradiction qui nous apparaît comme ça. Mais ils ont tout inspecté, hein, à fond et en détail. Donc, quand ils établissent un système, je peux vous garantir que ce système, il est fiable. Il n'y a pas de contradiction dedans. De plus, tous les guéchés que l'on a ont passé 17 ans à débattre sur tous ces points. S'il y avait une contradiction, ils l'auraient vu. Ils passent leur temps à ça, hein, et à fond. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais si vous en voyez, c'est toujours intéressant de poser les questions à Geshe-la, par exemple. Pas à moi, parce que là, je suis complètement incapable de résoudre certains points subtils. Voilà, donc je vous dis ça pour vous dire que si vous avez des questions maintenant et que si je ne peux pas y répondre, je suis désolé, quoi. Voilà. Je garde le masque. Ok, bon, vous avez des questions sur le karma ? Non, ça vous a refroidi, ça, on dirait. Je vais dire encore autre chose pour continuer à vous refroidir. Que, au fil de notre étude du Péba, gardez bien ces histoires de karma en tête, parce que vous allez, justement, quand on va étudier les systèmes philosophiques, on va revenir là-dessus, d'une manière ou d'une autre plus subtile, bien sûr. Donc tout ce on a passé quoi, trois séances, hein, sur le karma. C'est déjà pas mal, hein, c'est bien, hein, c'est très très bien. Mais c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Hein.
Et donc, il y aura des points. Déjà, dans un module suivant, quand on va étudier les facteurs mentaux, c'est très, très lié au karma, les facteurs mentaux. Vous comprenez pourquoi. C'est évident. Hein. Les facteurs mentaux omniprésents, les facteurs mentaux vertueux, les facteurs mentaux non vertueux. Surtout deux, par exemple. L'intention et l'aspiration. Comment ça se passe, là, à ce niveau-là, dans la tête, hein. Ça, on va étudier. Et ça, c'est extrêmement important de le relier au karma. Parce que, vous l'avez bien compris, c'est pour revenir un petit peu. Qu'est-ce que c'est un karma? On le traduit par action. Est-ce que c'est une bonne traduction, à votre avis, de dire que le karma, c'est une action? Étymologiquement, en sanskrit, c'est un mot sanskrit, hein, karma, ça veut dire action. Mais si on traduit, quand on dit action, on a l'impression qu'on n'a que le processus, visible, quoi, autrement dit. Hein. Tandis que le karma, là on a parlé, mais je reviens là-dessus parce que c'est très important, ça. Hein. Le karma, c'est aussi l'intention. Et je dirais même, c'est surtout l'intention. C'est pour ça qu'on distingue deux aspects dans le karma, et que le traduire par action, c'est un peu réducteur, parce qu'il y a l'intention, hein, d'une part, qui va motiver l'action. Et cette intention, elle est toujours mentale, bien sûr. Et après, il y a l'action, il y a le karma qui repose sur qui est l'intention mise en acte, on va dire. Voilà, ce sera plus juste. L'intention mise en acte. Mais entre ce moment où il y a l'intention et la mise en acte de l'intention, soit par l'esprit, soit par le corps, soit par la parole, hein, puisqu'il y a des actions non vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit. Hein. L'intention, c'est toujours un karma mental, hein, de toute façon. Ça ne peut pas être autre chose, hein, forcément. Hein. Tandis qu'après, le karma qui est physique, hein, va être dicté par cette intention. Mais ça peut être aussi un karma mental, bien sûr. Et ces trois aspects. Et oui, ce qui est intéressant, là, c'est justement, on avait posé cette question au début, je crois que le premier module qu'on avait fait sur le karma, on avait posé la question du libre arbitre, le choix. Est-ce qu'on pouvait avoir un choix dans le karma? Donc, et la réponse a été oui. Hein. Tu peux pas mettre plus fort, hein, ou c'est assez fort? J'ai l'impression qu'il faut que je crie. Non, ça va? Ok. C'est mon karma. Donc, quand on parlait de choix. Donc, où est-ce qu'il va être ce choix? Où est-ce qu'il va se faire? Il va se faire au niveau entre l'intention et avant que l'intention soit mise en acte. Là, il y a un espace. Là, il y a un gap. Il y a un moment d'espace. Il y a un espace. Il y a un trou. Hein, comme entre deux pensées, si vous voulez. Il y a un trou. Hein. C'est-à-dire... et on ferait presque le décortiquer, ça, au niveau dans notre comportement. L'intention d'aller prendre quelque chose dans le frigidaire, par exemple. Je dis ça comme ça me vient, mais bon, peut-être des meilleurs exemples, j'en sais rien. Cette intention d'aller prendre quelque chose dans le frigidaire, avant qu'elle soit mise en acte, elle peut être interrompue par un autre facteur mental qui va intervenir à ce moment-là, qui va dire peut-être finalement j'ai pas faim, ou je sais pas, ou il n'y a rien dans le frigo, ou j'ai pas fait les courses, c'est même pas la peine que je regarde. Entre l'intention et ça sera quelque chose de mental qui va se passer. Donc il peut y avoir un trou, un espace entre l'intention et un autre facteur mental qui va intervenir pour vous dire, mais non, tu planes, quoi. Il n'y a rien dans le frigo. Ou il peut aussi y avoir l'acte d'aller quand même ouvrir la porte du frigo pour voir si par hasard, elle n'est pas passée ou quelqu'un n'a pas mis quelque chose dans le frigo. Et là aussi, il y a une intention. Hein. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant à regarder dans le karma, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mental et qu'est-ce qui est physique. Et quand on parle de karma, c'est les deux en fait. C'est l'intention mentale, c'est l'action physique, c'est aussi l'action mentale. On parle des trois actes du corps, de la parole et de l'esprit.
Et voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui fait la complexité et tout l'intérêt en fait du karma. Donc c'est là où il y a les interprétations différentes. Où pour certains, ça sera comment ils vont dire, c'est tout mental de toute façon. Il n'y a vraiment rien de physique. Dès que c'est physique, c'est plus vraiment du karma, quoi, qui vont dire. C'est on passe à autre chose, que le karma n'est que mental. Donc, après, d'autres qui disent que non, il y a ces deux aspects. Dans la tradition Gelugpa qu'on suit, nous, c'est plutôt justement de voir ces deux aspects. Le karma qui est une intention et le karma qui est agi par cette intention. Comme en fait, intention et action intentionnelle, on va dire. Donc le karma, dans la tradition Gelugpa qu'on suit, nous, c'est ces deux choses. C'est l'intention et l'action intentionnelle. C'est clair. C'est deux mots différents en tibétain. Il y a deux mots différents dans les facteurs mentaux quand on va les étudier. Et là, les traducteurs ne traduisent pas de la même façon. Alors c'est un peu compliqué parfois. Donc il y a le mot sampa et dumpa. Donc l'un, c'est parfois traduit par volition ou intention, et l'autre par aspiration. Ouais, qu'on est dans le domaine un peu flou là. Les Tibétains l'ont analysé à fond, ça. Nous, en français, il va falloir qu'on le définisse, toutes ces histoires-là, quoi, pour bien les comprendre. Ouais. Bon. Pour juste un truc, une image, je crois que c'est Vasubandhu qui dit ça, ou c'est Asanga, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Oui, le texte de Asanga, je ne voulais pas citer. Donc Vasubandhu, c'est le trésor de phénoménologie, l'Abhidharma Kosha. Et l'autre, Asanga, c'est l'Abhidharma Samuchaya. Abhidharma Kosha et l'autre Abhidharma Samuchaya. Donc c'est un peu, c'est là où on va trouver vraiment les références, les sources sur le karma. On a une très bonne traduction des deux en français. On a la traduction de Vasubandhu par Lavallée-Poussin, des éminents traducteurs de l'université de Louvain, absolument remarquable. Très difficile à lire parce qu'il y a beaucoup plus de sanskrit que de français. Quand on ne peut pas traduire, on laisse le mot en sanskrit, c'est toujours bien. Et l'autre, Asanga, il y a Valpola Raula, qui est comment ça s'appelle, métaphysique, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, j'ai oublié, un trou. C'est bon, je n'ai pas préparé. Bon, bref. Donc, voilà, l'exemple que je voulais vous donner, qui est tiré de l'Abhidharma Samuchaya, je pense, d'Asanga, c'est qu'en fait, il dit que le karma est comme un aimant, en fait. Le karma, il le décrit comme un aimant qui, par sa force, anime l'esprit, ou le corps, ou la parole, ou le corps. Et que ce sont comme des morceaux de fer, quoi, en fait. Le corps, la parole, l'esprit seraient comme des morceaux de fer, et le karma serait comme un aimant qui les met en mouvement. Donc c'est une force mentale, en fait, pour Asanga. Avec en même temps une certaine énergie, quoi. Et c'est très intéressant, parce que si après on étudie ça avec les tantras, par exemple, on peut voir que cette intention mentale, elle va créer intérieurement, au niveau subtil, un lung, c'est-à-dire un souffle, qui est lié à l'esprit. Quand on étudiera les tantras, vous verrez, on dit que l'esprit, c'est le souffle, en fait. On allie l'esprit et le souffle. Ce qui est vrai. Et les Chinois on dit exactement la même chose, le chi, etc. Et donc, vous avez peut-être trouvé des explications du karma, justement, où les deux sont liés, où l'esprit et le souffle sont liés. Parce que... qu'est-ce qui vient avant? C'est intéressant. Est-ce que c'est l'intention qui crée le souffle, ou est-ce que c'est le souffle qui amène l'intention? Et ça, c'est à vous d'en faire l'expérience, bien sûr. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que l'intention ou l'intention mentale, là, est-ce qu'elle est toujours consciente? C'est une bonne question. Pas pour tout le monde. Il y a les deux réponses. Pour certains, oui, pour d'autres, non.
Certains disent qu'elle est forcément, dès qu'il y a intention, c'est conscient, hein, c'est qu'il y a quelque chose de conscient. Pour d'autres, pas forcément. Voilà. J'ai botté en touche. Mais non, je ne peux pas. Il y a les deux. Il y a les deux interprétations. Donc c'est sûr que le karma, il y a un aspect au niveau subconscient aussi du karma qui agit. C'est pour ça que je pense que quand on fait les purifications, comme on fait tous les soirs de Vajrasattva, où on purifie tout ça, ça agit certainement. Quand on parle de graines, je pense que là on est vraiment au niveau inconscient, quoi, ou subconscient, j'en sais rien. Je n'ai pas étudié ça à fond, mais quand on parle de graines ou d'imprégnation, on est en deçà du conscient. Là. Et donc les pratiques de purification, où justement on amène une intention de purifier, je pense que ça agit vraiment à un niveau très très profond, qui serait justement avant peut-être l'intention consciente. Je ne sais plus qui en parle de ça, un auteur, peut-être Gyal Sabje, je ne sais plus, qui parle de tout ça. Il y a des débats là-dessus, bien sûr. Bien sûr, c'est une question intéressante. Mais déjà, comme disait Yangtze Rinpoche cet été, pendant la purification, quand on fait la purification de Vajrasattva, c'est sûr, dans un certain sens, on purifie les actions négatives, mais surtout, aussi le deuxième, l'intérêt de cette pratique, c'est de développer notre attention, surtout, hein, à ne plus créer d'actions négatives. Et c'est ça aussi qui est vraiment important dans cette purification de Vajrasattva, c'est que ça développe aussi en même temps l'attention. Et je crois que Yangtze Rinpoche il dit, je pense même que c'est le plus important, c'est de développer, de cultiver l'attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et plus on fait cette pratique de purification, plus ça nous amène à être attentifs à tous nos actes, bien sûr, quoi. Et voilà, bon, bref. Je ne peux pas en dire plus. Oui, vous avez des questions par rapport à votre devoir, par exemple, ou je ne sais pas, ou à d'autres choses? Oui, attends, le micro arrive. Oui, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez juste là maintenant, mais effectivement, par l'introspection aussi, en méditation, je veux dire, si on revient a posteriori sur un karma, positif ou négatif, hein, peu importe. Une action qu'on a créée. Voilà. Oui. Et je pense qu'on peut aussi analyser finement justement cette intention qui était, qu'on n'a pas forcément décelée auparavant. Très bien. Et que je pense que c'est juste purificateur aussi, comme démarche. Ça, c'est bien sûr. C'est ça. Voilà. C'est à ça que nous invite la pratique justement de Vajrasattva, à aller toujours plus finement dans l'analyse pour bien déceler quelles sont les forces motrices de notre esprit qui nous font agir de telle ou telle manière. Oui. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant le karma, parce qu'on touche vraiment à l'aspect psychologique, on touche plein de niveaux différents, aussi bien conscient qu'inconscient. Non, c'est tout à fait juste, oui. Ouais. Et puis ça agit au niveau immédiat d'ailleurs, hein, puisque comme dit Yangtze Rinpoche, on fait plus attention à ses actes, donc on est tout de suite plus heureux. En fait. Donc ça a un effet pratiquement immédiat. Et j'ai une deuxième question, c'est dans la méditation. Donc vous avez dit que on médite on fait les 5 méditations. Et que si on n'a pas vraiment complètement bien médité le karma, la loi du karma, c'est même pas la peine de penser à méditer la vacuité. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça, alors que... Non, je ne veux pas dire ça. Non, oui. Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'en fera jamais le tour. Tant qu'on ne sera pas Bouddha, on ne comprendra pas tous les aspects subtils du karma. C'est ça que le Bouddha a voulu dire. En fait, il n'y a que moi qui comprends ce que je suis en train. C'est ça que vous ne comprendrez pas tant que vous ne serez pas Bouddha, quoi. Pour voir tous les aspects subtils. Oui. Mais je me dis qu'inversement, et je pense que sa sainteté souvent le présente comme ça, c'est que justement de réfléchir à la nature du réel fait que ça renforce beaucoup la confiance dans la loi du karma, parce que nécessairement ça amène à s'interroger sur les causes-conditions et le karma, on est en plein dedans. Si vous ne vous trompez pas. Le risque, c'est que votre analyse de la vacuité vous fasse nier le karma.
Ah oui. C'est arrivé à beaucoup. Hein. Ah, oui. Et là, il faut faire attention. Si vous voyez que votre analyse de la vacuité vous amène à nier le karma, c'est que vous faites fausse route. Là, hein. Oui, bien sûr. Il vaut mieux arrêter tout de suite à ce moment-là. Tandis que si les deux sont alliés, alors là, et c'est pour ça qu'on nous recommande de méditer sur la production interdépendante. Parce qu'il y a un lien extrêmement fort entre la production l'interdépendance et le karma. Vous le comprenez. Pas besoin d'expliquer. Hein. La loi de cause à effet, tous les phénomènes dépendent de cause et de condition. Au contraire, vous niez pas la loi du karma. Au contraire, vous vous appuyez dessus pour réaliser la vacuité. Super. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que ces deux aspects, vacuité et karma, ou production interdépendante, comme vous voulez, vont vous amener à éviter les deux extrêmes, c'est-à-dire le nihilisme, tomber dans un néant en disant rien n'existe, ou continuer dans l'éternalisme en disant tout existe. Hein, si c'est vide, si c'est interdépendant, donc les deux s'annulent, quoi. En fait. C'est parce que les phénomènes sont vides qu'ils sont interdépendants, c'est parce qu'ils sont interdépendants qu'ils sont vides. Donc le raisonnement de l'un amène la preuve de l'autre. C'est très habile. Donc c'est pour ça que sa sainteté Yaman nous encourage, et Geshe Lodel aussi, à prendre comme raisonnement, pour méditer sur la vacuité, uniquement la production interdépendante. Ça suffit. On dit que c'est le roi des raisonnements, parce que c'est le plus fort, quoi. Les autres sont aussi bons, mais celui-là, on est sûr de ne pas tomber dans les extrêmes avec celui-là, et de ne pas nier la loi du karma. Donc karma et interdépendance, ouais. C'est très important de relier les deux. Parce que puisque les phénomènes n'ont pas de caractéristiques propres, d'accord ? Après, si on médite sur la vacuité, on voit que les phénomènes n'ont pas de caractéristiques propres. Donc, ils ne sont qu'en interaction tout le temps. Et c'est avec ces interactions qu'ils se transforment. Et le karma, c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est les interactions avec d'autres phénomènes qui font que tel phénomène apparaisse, et ainsi de suite. Et nous, que le karma, on parle de karma extérieur ou karma intérieur, c'est toujours la loi de causalité qu'on analyse. On parle de karma, c'est la loi de causalité intérieure, le karma. Et après, il y a la loi de causalité extérieure, qu'on pourrait dire les lois naturelles, quoi, en fait. C'est un peu la même chose. Oui, Yasmina ? Alors, étant donné, en tout cas, moi, il me semble qu'il y a beaucoup de notions oui. dans ce thème du karma et ses caractéristiques. Oui. Donc, par exemple, sur la question si on rencontre des difficultés ou des doutes, voilà, pour moi, c'était plus parmi toutes ces notions, entre la compréhension intellectuelle et l'expérience. Du coup, est-ce que tu pourrais nous aiguiller? Est-ce que, par exemple, c'est mieux de prendre ce qui nous fait plus sens par rapport à notre quotidien? Est-ce que c'est, par exemple, si on a compris juste intellectuellement, par exemple, les 4 bases du karma, s'en tenir à ça et voir dans notre quotidien ce que ça fait? Parce que moi, il me semble qu'il y a beaucoup de notions. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un conseil, quoi, un conseil pour intégrer petit à petit, même si on n'arrivera pas à vivre toutes les subtilités du karma. Mais il n'est pas question de vivre toutes les subtilités du karma, c'est impossible de toute façon. Et le critère, c'est la vie quotidienne, c'est ce qui nous arrive au quotidien. C'est avec ça qu'on travaille, surtout, quoi. Et après, les 4 principes dont tu parles, bien sûr, c'est la référence de base. Après, en continuant, il faut y aller souvent dans cet enseignement, comme tu le dis très bien, et les points subtils vont apparaître d'eux-mêmes, en fait. À force d'analyser son quotidien, et comme tu disais très bien, de voir quels sont les rouages un peu plus subtils là-dedans,
on n'a pas besoin de prendre la grille qu'on a eue de l'enseignement comme ça pour essayer de la plaquer sur notre quotidien. Ça, c'est un peu... Enfin, moi, je ne suis pas comme ça. Ça dépend. Il y a peut-être des gens qui ont cette tournure d'esprit. Ça peut très bien être le cas. Et bon, ça marche. Quelle que soit votre tournure d'esprit, utilisez de toute façon votre quotidien pour l'analyser. Personne ne va le faire à votre place. Et vous ne pourrez pas avancer tant que vous n'aurez pas fait ce travail. Ce n'est pas possible. C'est vraiment le travail de base, ça, auquel nous invite le bouddhisme. Et là, on est vraiment à la charnière, puisque là, on commence à rentrer dans des niveaux un peu supérieurs, avec la souffrance, bien sûr. Et pour réfléchir sur la souffrance, c'est aussi continuer à explorer le karma, bien sûr, évidemment. Il est partout, le karma, partout, dans tout l'enseignement du Bouddha. Et c'est ça qui fait la richesse de l'enseignement du Bouddha, c'est que tout se tient par rapport à la loi du karma. Et ça, c'est prodigieux. Je vous avais peut-être dit que, à l'époque du Bouddha, il y avait des tas de théories, toutes les théories indiennes, toutes les spiritualités indiennes utilisaient le karma, parlaient du karma, les brahmanes, etc. Il n'a pas inventé le karma, le Bouddha. Hein. Il l'a vu, le karma, il l'a compris. Et il l'a compris aussi parce qu'il a eu des maîtres qui lui ont expliqué le karma et tout ça. Donc il l'a analysé, il a médité dessus. Mais son enseignement, il a de ceci de particulier, c'est que la loi du karma, elle est dans tous les aspects. Chose qu'on ne retrouve pas dans les autres spiritualités indiennes qui vont expliquer le karma, qui en restent à un certain domaine. Et peut-être même que certains vont peut-être même utiliser le karma pour prouver qu'il y a un Dieu créateur. Alors que dans le bouddhisme, on prouve le karma, on se sert du karma pour prouver qu'il n'y a pas de Dieu créateur, puisque le créateur, si le créateur existe, c'est le karma. C'est le seul créateur dans le bouddhisme. C'est le karma. Il n'y a pas d'autre créateur. Donc le Bouddha, c'est révolutionnaire quand même, son histoire, son enseignement. Parce qu'il se sert de ce que toutes les autres philosophies utilisaient, c'est-à-dire le karma pour prouver qu'il y avait un créateur. Lui, il l'utilise pour justement prouver qu'il n'y a pas de créateur. Et amener la vacuité. Non, parce que ce qui peut troubler... Vous comprenez pourquoi maintenant, Lama Tsongkhapa, il adresse un éloge au Bouddha pour avoir enseigné la production interdépendante. Hein, c'est ce qu'on lit assez souvent maintenant, c'est cet éloge de Lama Tsongkhapa au Bouddha pour avoir enseigné la production interdépendante, parce que c'est le summum de son enseignement qui met tout au clair, quoi, qui éclaircit tout. Oui, ce qui peut troubler, en fait, Christian, c'est que comme on parle de motivation initiale ou individu de motivation initiale, tout ça, oui. Donc une question de niveau. Et en fait, moi, par exemple, si j'ai retenu un mot, par exemple pour le karma, ça sera déjà très bien. Et en fait... Si tu dois retenir un mot pour le karma, c'est intention. Non, c'est le seul mot qui est important. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me semble tellement vaste, en fait, toutes ces notions, oui. Mais du point de départ... mais t'inquiète pas, c'est une présentation. Tu viens suivre un enseignement, donc tu as une présentation complète du karma, avec tous les points, les petits A, les petits B, mais tu prends ce que tu peux là-dedans. Hein. Tu prends ce que tu peux en fonction de ton quotidien. Et tu n'as même pas besoin de te dire... qu'est-ce qu'il faut que j'analyse, qu'est-ce qu'il faut que j'étudie. C'est ton quotidien qui va te le dicter. À un moment donné, tu vas comprendre un truc par rapport à l'enseignement que tu as reçu. Et voilà, ça va se faire tout seul, ne t'inquiète pas. Et la voie, c'est ça. C'est se mettre justement sous les pas du Bouddha et puis avancer en fonction de notre quotidien, en fonction des situations qu'on rencontre, en fonction de ce qui nous arrive, des problèmes, des souffrances et tout ça. Mais c'est c'est pas un sujet d'étude, le karma. C'est pas qu'un sujet d'étude. C'est un sujet de mise en application, une mise en pratique, quoi. Ça te donne une espèce de grille, si tu veux, pour réfléchir et pour ne pas aussi, comme disait Geshe-la, ne pas te décourager aussi quand des souffrances ou des problèmes arrivent. La réflexion sur le karma t'amène une compréhension, t'apporte une compréhension de ce qui est en train d'arriver. Et donc là aussi, au niveau, au niveau pédagogique, au niveau quotidien, au niveau de la pratique quotidienne, c'est très fort. Donc ça touche vraiment tous les niveaux, aussi bien le niveau pratique qu'au niveau théorique, que le niveau, on pourrait dire, sublime ou ultime. Ouais. Oui, c'est vraiment important donc, d'utiliser le karma, parce que ça apporte de multiples éclairages dans la vie quotidienne. Justement. Quand on rencontre des problèmes, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? Toujours les projeter sur l'extérieur ou sur les autres.
en fait. Hein. C'est jamais nous, hein, quelque part. C'est toujours l'autre. Quand tu as les bases du karma, les 4 principes, tu vois bien que c'est pas ça, quoi. Que les autres, c'est des conditions. C'est pas les causes. Que la cause, elle est en toi, en moi. Et que l'autre, il est là comme un facteur déclenchant, mais qui il est pour rien. Hein. Pour pas grand-chose, en tout cas. Donc, cette lecture du karma, déjà, c'est... Waouh, ça fait faire un grand pas, quand même. Hein. L'enseignement du karma nous apprend à devenir responsable. Et grâce au karma aussi, c'est intéressant parce qu'on peut voir le processus de transformation qui a lieu dans notre esprit. Ça, c'est aussi un autre aspect d'étude très intéressant, je trouve. C'est que s'il n'y avait pas cette loi du karma, notre esprit, à la limite, ne pourrait pas tellement se transformer, quoi. Hein, donc, ça explique aussi toutes les transformations qui ont lieu. Et justement, en réfléchissant au karma, on va activer cette transformation. Déjà, les transformations ont lieu, mais en plus, quand on pratique la voie et quand on réfléchit sur le karma, quand on fait attention à ses actes, la transformation, elle est fulgurante, quoi. Elle peut être fulgurante. Et là, on voit les gens qui se transforment. Les gens qui se transforment, c'est ceux qui font attention au karma. Tu es d'accord, Michel ? C'est ceux qui font attention au karma. Hein, les gens qui se transforment vraiment. Et donc, qui deviennent plus attentifs parce qu'ils ont compris la loi du karma. Ceux qui ne se transforment pas, c'est qu'ils font pas, c'est que le karma ne leur parle pas, quoi. Ils n'ont pas intégré ça. À partir du moment où on commence à l'intégrer, ça se... Oui, ça se transforme. Christian, tu disais que si on avait d'autres questions, moi, ce serait une question de vocabulaire pour ce matin. Oui, c'est important, le vocabulaire. À un moment, au niveau de la traduction, on disait que la sagesse de la vacuité use, moi je l'ai traduit, je me suis mis comme ça, lamine la conscience du soi. Et on a rajouté un moment que cette sagesse, elle s'appuie sur quelque chose, sur quelque chose qui existe. Et ce quelque chose qui existe, moi je me demandais, est-ce qu'on peut dire que c'est la vertu, la nature de l'esprit ? Oui, bien sûr. C'est ça. Bon. Dans la mesure où les perturbations mentales ne font pas partie de la nature de l'esprit, qu'elles peuvent être éliminables, qu'elles soient éliminables, qu'elles peuvent être éliminées, eh bien, tu comprends tout de suite que c'est un aspect de la sagesse, justement. La sagesse va dans le sens de la nature de l'esprit. Hein, alors que tout le reste ne fait pas partie de la nature de l'esprit. Toutes les perturbations mentales qu'on rencontre, on peut les éliminer, justement, grâce à cette sagesse qui fait partie de la nature de l'esprit. C'est intéressant, hein, c'est que tous nos défauts, en fait, ne font pas partie de la nature de l'esprit, alors que toutes nos qualités font partie de la nature de l'esprit. Et que nos défauts ne reposent sur rien de stable, en fait. Ils ne reposent que sur une vision, une perception erronée de la réalité, à cause de l'ignorance. Et que toutes nos qualités, comme l'amour, la compassion, l'altruisme, la sagesse, tout ça, reposent sur une vision vraie, sur une vision de la réalité qui est juste. Et la compassion, elle ne fait que se développer, parce qu'elle fait partie de la nature de l'esprit. Donc forcément, la sagesse, bien sûr, ça lamine l'ignorance, puisque l'ignorance est elle ne repose pas sur la réalité. C'est le contraire de la réalité. Donc, si tu amènes un contrepoison, ou un contre... Je l'ai utilisé, Valérie, le terme, contre-carrant, je ne sais plus comment on dit, hein, une antidote, ou un antidote, eh bien oui, ça fonctionne comme ça. La sagesse, c'est l'antidote direct de l'ignorance. Et elle est fondée sur la réalité. Et l'ignorance ne peut pas rester parce qu'elle ne repose pas sur la réalité. C'est une façon fausse de percevoir les choses. Et sagesse, c'est synonyme de vertu. Ou vertu est synonyme de sagesse, je veux dire. Tu peux me donner une définition de la vertu ? Mais la vertu, c'est par exemple l'amour, ce qu'on a dit, la compassion, elles sont dans la vertu. Le fait de ne pas mentir, par exemple,
Enfin, j'arrive pas à la définir de façon positive. Mais le fait de ne pas mentir, c'est vertueux. Oui, et la sagesse, alors que tu disais quoi? Je peux comprendre. Eh bien, que sagesse, c'était synonyme de vertu. Sagesse et vertu, c'est ensemble. Oui, d'accord, bien sûr. Oui. C'est une vertu transcendante, on dit. C'est une paramita. En sanskrit, la paramita, on dit une perfection. Perfection, c'est pas une bonne traduction. Ça veut dire vertu transcendante. Donc la sagesse est une vertu transcendante. Ouais. C'est pas une simple vertu. C'est Parol Tuchimba en tibétain, c'est-à-dire qui va sur l'autre rive. Elle transcende la paramita. Paramita veut dire aller de l'autre côté. Et la sagesse, c'est ça. C'est dans les 6 perfections, c'est la perfection de la sagesse. Fait partie des vertus. C'est pour ça que dans la prière du refuge, que Sheila nous avait demandé de changer. On ne l'a pas fait parce qu'on lit encore ce qui est écrit sur les papiers, mais quand ça va se faire, quand on aura mis les éditions à jour, on le dira correctement. Grâce à ma pratique de la générosité et des autres perfections, on dit. En fait, il faut dire grâce à la pratique de la générosité et des autres vertus. Ce serait plus juste parce qu'un bodhisattva ne fait pas que pratiquer les 6 perfections, il pratique encore beaucoup d'autres vertus. Mais pour l'instant, on dit comme ça parce que c'est écrit, donc mais c'est pas très précis, c'est pas suffisamment précis. Voilà pour la question de vocabulaire. Laurent, oui, tu as une question après 2h30. Alors, j'en aurais 2 peut-être, mais bon, on va voir s'il y a le temps. Une, c'est pour faire suite à ça. C'est 2 clarifications dont j'ai besoin, en fait. Donc, un peu par rapport à ce que j'étais venu te demander ce matin. Est-ce que ça voudrait dire que... Bon, là, on est dans le samsara. Est-ce qu'on peut dire que le samsara, finalement, c'est notre illusion, quoi? Donc, est-ce que ça veut dire que quand on est guidé, entre guillemets, par cet esprit vertueux qui nous fait avoir une intention vertueuse, on est un peu extrait du samsara pendant un court instant, quoi. On est en contact avec notre nature de Bouddha ou avec les Bouddhas, enfin, peu importe, je suppose que c'est non-duel. Et donc, on est dans quelque chose de vertueux et de sage. Si tu as une expérience de non-dualité... Non, je parle pas. Je parle pas. Non, je parle pas pour toi. Excuse-moi. Non, si on a une expérience de non-dualité, on est en dehors du samsara. Donc, si cette expérience elle dure un instant ou elle en dure 2 heures ou 10 ans, peu importe. Si tu fais cette expérience de non-dualité, à ce moment-là, tu sors pendant cet instant du samsara. Mais ça, je comprends. Si elle n'est pas suffisamment forte, elle ne va pas être stable. Donc, ça continue. Mais est-ce qu'alors, ça veut dire que sur un court instant, on ne peut... moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on peut, sans en avoir conscience, avoir été guidé, du moment qu'on a une intention vertueuse, avoir été guidé justement par notre nature de Bouddha, par cette sagesse C'est ça, en fait. Mais on n'en a pas conscience. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ce que je veux dire. Les bénédictions des 3 joyaux du maître, bien sûr. Ouais. Pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup. Et puis l'autre chose, je ne sais pas si je peux. À moins qu'il y ait quelqu'un qui... Oui, il y a Nadine. Oui, bon. Je n'ai pas vu une lettre. Non. Bon, alors, je vais essayer d'être rapide. L'autre chose, moi, il y a un truc que je n'ai pas clarifié encore dans mon esprit, c'est les karmas. La plupart du temps, on en parle comme quelque chose qui a des répercussions. Un karma, une intention, une action, enfin une intention surtout, ça action, on va dire. Allez. Comment ? On va dire intention et action. D'accord. Ouais. Ça a une répercussion qui va mûrir à long terme. On dit la plupart du temps dans une autre vie. Si c'est très fort, ça va être dans la vie suivante ou dans X vie. Mais qu'en est-il des karmas qui vont mûrir dans cette vie? J'ai cru comprendre qu'il y avait des karmas qui soient positifs ou négatifs, s'ils étaient très 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 forts, pouvaient mûrir dans cette vie. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que ça mûrit dans cette vie ? Oui.
Qu'est-ce que c'est? C'était dans le dernier enseignement, non, qu'on avait parlé de ça. Il y a 3 possibilités de mûrissement, hein, dans cette vie, dans la vie suivante ou dans de nombreuses vies futures. Les 5 karmas rétribution immédiate. Non, il ne faut pas parler de ça. Qu'est-ce qui fait qu'un karma va mûrir dans cette vie et pas dans une autre vie? Oui, même pas dans la suivante, quoi. Et même pas dans la suivante. Vous avez une réponse? La force, oui. La force du support, oui. La force de l'intention. La perturbation mentale qui est sous-jacente ou de l'action vertueuse si c'est un karma positif. Plein de conditions extérieures. Plein de conditions extérieures qui font partie de ce qu'on appelle le karma complémentaire. Hein, il y a le karma introducteur, vous vous souvenez, et il y a le karma complémentaire. Ben, c'est tout ce qui rentre dans ces. Il faut que tout soit lié. Je sais pas. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, par exemple, pour Pardon. Là, tu me demandes trop, là, je pense. Comment? Ah oui, saccager des temples ou avec beaucoup de colère. Mais qui sait, hein, est-ce que on ne sait pas quel karma ça va créer. C'est très difficile de voir les résultats. Ouais. De voir les résultats du karma. Comme il y a tellement d'aspects, tellement de conditions qui viennent se greffer dessus, avec les intentions, les karmas collectifs, les karmas individuels. On ne peut pas généraliser. C'est pour ça que le Bouddha a dit que c'était son enseignement le plus difficile à comprendre. Si on veut vraiment expliquer quelle est la cause de ce tel effet, de tel résultat, il n'y a qu'un Bouddha qui peut le faire. Bon, après ça, je suis désolé, je ne peux pas répondre plus à ta question. Okay, ça m'a quand même permis de réfléchir. C'est comme ça, quoi. Merci beaucoup. Après, tu trouveras d'autres explications, suivant les maîtres, suivant leur perspicacité, suivant leur concentration, suivant leur compréhension, qui vont te dire des choses différentes. Suivant les écoles, c'est très... Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter là pour aujourd'hui. Ouais? Non? C'est bon? C'est bon? Je regarde s'il n'y a pas autre chose à vous dire. Un point d'étude intéressant sur le karma, oui. Je ne l'ai pas développé, mais peut-être qu'on pourra en reparler. Ça serait intéressant. Et vous pouvez peut-être y réfléchir. C'est quelle est la part de libre arbitre, toujours, et la part de prédétermination. Où est-ce qu'on se situe entre ces deux pôles? Où est-ce qu'on se situe avec le karma, quoi? Qu'est-ce qui est de... Ouais. Quelle est la part de libre arbitre et quelle est la part de prédestination du karma? Je pense que c'est deux sujets vraiment intéressants qui sont... Et là, toutes les opinions sont bonnes. Vous pouvez y aller, ce que vous ressentez. Mais je pense que si qu'on regarde au niveau de l'intention, au niveau des facteurs mentaux, hein, c'est là où il faut... À mon avis, c'est là où il faut regarder. Hein, les tendances, les facteurs mentaux, et puis voir comment ces tendances se manifestent. On voit bien qu'on a certaines tendances quand même. Hein, que, je veux dire, on n'a pas les mêmes tendances. Que dès qu'on se lève le matin, c'est reparti. On est dans le même truc de, comment on appelle ça, qui nous propulse comme ça à revivre un petit peu les mêmes expériences parce que notre esprit fonctionne d'une certaine manière. Hein, mais ça, c'est pas définitif. Hein, avec la pratique, avec la réflexion, avec l'étude, avec l'analyse, tout ça, on peut transformer notre esprit. Et ça, c'est l'enseignement aussi du Bouddha, l'enseignement sur le karma. Hein, mais c'est vrai que c'est frustrant, je le reconnais, je pourrais le reconnaître, que dès qu'on se lève le matin, on se sent conditionné, hein, à dire ceci, alors qu'on ne veut pas le dire, à penser cela, alors que ce genre de pensées, on les connaît depuis longtemps, on en a fait le tour, et ça revient quand même. Hein, et agir, alors là, j'en parle pas, quoi. Mais déjà au niveau de l'esprit, avoir cette machine qui se met en route, à réanalyser les choses de la même manière. Parfois ça change, une petite ouverture, comme tu dis, une petite... je sais pas, on voit tout d'un coup les choses d'une autre façon, mais ça dure pas. Et après, c'est ça le karma aussi, c'est une espèce de couche, quoi, qui est là. Ouais. Oui. Juste, Christian, moi ce qui m'intéressait, c'est que j'étais suite, mes parents m'avaient baptisé dans une autre
dans une autre culture. Mais en partant de là, j'avais senti ce dilemme où il y en avait certains qui disaient oui, le destin, il est écrit, et d'autres disaient non, le destin, il n'est pas écrit. Et moi, ce qui m'a semblé très bien dans le karma, c'est qu'il arrivait à faire la synthèse des deux en disant que, ben oui, il y a toute une partie qui est écrite, dans le... Enfin, entre guillemets, mais qu'on peut, grâce à une gomme, interagir dessus avec des pratiques de purification. Oui. Et il me semblait qu'il faisait juste cette synthèse-là entre ces deux courants de pensée. C'est là où le bouddhisme donne de l'espoir. Oui, voilà. Effectivement. Ouais. Anne. On termine après, on arrête. Faire une petite pause avant la suite. Ouais, laissez-le allumer le micro chaque fois. Parce que... Et c'est vrai que malgré l'exemple que tu nous as donné, il me reste vraiment encore en moi la notion que l'espace entre l'intention de descendre au réfrigérateur et puis le moment d'ouvrir la porte ou pas, eh bien, ça reste quand même dans mon esprit que c'est un mûrissement de tendance qui s'exprime pour faire ce choix d'ouvrir ou ne pas ouvrir. Ouais. Et en même temps, j'ai cette notion aussi profondément incrustée de plus en plus qu'à chaque instant, on change notre... Mais j'ai l'impression que c'est toujours des mûrissements d'instants de conscience antérieurs, de tendances accumulées. Et donc, c'est toujours du mûrissement, donc pas de libre arbitre quelque part. Et en même temps, on a l'impression d'avoir le libre arbitre de choisir ou faire ceci ou pas. Alors, c'est complètement contradictoire, mais j'en suis là. Non, mais je crois que c'est ce que tout le monde vit, hein, tu sais. Merci. Bon, à tout à l'heure.